Monsieur le gouverneur, bonjour. La pandémie du Covid-19 a démontré le rôle essentiel du secteur public pour gérer les crises lorsqu'elles se présentent. En l'occurrence, le rôle du milieu hospitalier, mais pas seulement. Les médecins, les soignants, les experts de toute nature sont financés par l'État via les impôts. Parallèlement, le financement des soins de santé, mais pas seulement, régresse, de même que les moyens financiers attribués au pouvoir public en général. En revanche, la propension à réduire la fiscalité sur les bénéfices des entreprises, elle, ne cesse de prospérer. Nous parlons bien de bénéfices, pas de soutien aux entreprises en général ou en difficulté. Et donc, les ressources de financement de l'État se tarissent. Le secteur universitaire subit la même situation. Les financements par étudiants ne stagnent pas, ils se réduisent chaque année. Pourtant, nous formons les soignants, les experts et surtout les citoyens de notre pays. On redécouvre aujourd'hui encore l'utilité majeure de la recherche et des scientifiques. Alors, ne pensez-vous pas qu'avec un État qui s'affaiblit, qui contribue sans retour à l'enrichissement d'une certaine forme de capitalisme, on ne marche pas un peu sur la tête? Ne serait-il pas grand temps de modifier les priorités en renforçant les fonctions fondamentales que sont la santé, l'enseignement, la recherche ou encore la justice? Je vous remercie. Merci Philippe. La question est simple. Est-ce qu'il faut modifier les priorités qui ne seraient pas les bonnes d'après Philippe Dubois ? Mais je crois que c'est une bonne question et ça me permet, et comme je parlais à un scientifique, peut-être de corriger certains a priori au niveau de la réalité. Alors c'est vrai que les universités font un peu exception parce que les universités ont connu un financement ces dernières années qui a régressé par élève, un peu par exception et entre nous en partie parce que les professeurs du secondaire ou du primaire, quand ils font grève, ça fait plus mal politiquement que les profs du NIF. Et donc le financement de la communauté française a effectivement bénéficié plus aux autres niveaux d'enseignement. Et l'université, par exception, celle qui a fait des grosses économies par élève, c'est moins le cas ailleurs. Et globalement, en termes de dépenses d'enseignement en Belgique et en communauté Wallonie-Bruxelles, on est tout à fait dans la norme internationale. Mais je crois que ce qui est très important de rappeler, c'est que évidemment, il y a des petites variations ici et là, mais globalement, les dépenses publiques en Belgique ont très fortement augmenté au cours des 20 dernières années. En 2000, on était à 40% de dépenses primaires en Belgique. On va maintenant, après la crise Covid, vers 54% de dépenses primaires. Donc, non seulement les dépenses ont augmenté avec la croissance économique, mais bien au-delà de la croissance économique. Alors, ça a un petit peu dépendu des majorités, mais très peu. La dernière majorité a en fait stabilisé les dépenses publiques. Elles ont augmenté légèrement en volume et elles ont régressé en pourcentage du PIB, mais elles n'ont pas diminué en volume. Et donc cette idée qu'on aurait subi des économies, un assainissement des finances publiques majeur en Belgique, en réalité, l'assainissement des finances publiques, ça a été à 80% la baisse des charges d'intérêt. Donc il n'y a pratiquement pas eu d'économie. Ce qu'on a connu comme baisse du déficit ces dernières années, c'est la réduction des charges d'intérêt. Et puis je crois que c'est important aussi en Wallonie de prendre conscience du fait qu'on a une assise économique en Wallonie qui ne nous permet pas d'assumer nos dépenses publiques. Donc on dépend des transferts de la Flandre. J'ai fait un petit calcul sur un bout de table sur le niveau des dépenses publiques en Wallonie. On est probablement entre 2/3 du PIB régional et 3/4 du PIB régional. Alors c'est beaucoup. C'est pas unique, je pense que de beaucoup de régions en France doivent être dans cette situation, mais on est dans un contexte politique et institutionnel en Belgique qui fait qu'aujourd'hui, si on n'avait pas les transferts de la Flandre, on est probablement dans une situation de déficit par rapport à ce qui est financé comme dépenses publiques en Wallonie, qui est comparable à la Grèce au pire de la crise de 2011-2012. Donc, il y a certaines limites à ce qu'on peut faire, et je pense que c'est aussi important de rappeler que, par exemple, prenons le sujet des inégalités. C'est un sujet à l'échelle mondiale qui retient l'attention, puisqu'on observe dans pratiquement tous les pays développés une augmentation des inégalités. Et par ailleurs, une forte réduction de la pauvreté dans certains grands pays, Inde, Chine, etc. Mais on a connu une forte augmentation des inégalités dans les pays développés. L'OCDE a fait une grande étude au cours des dernières années, je crois qu'elle a été publiée il y a 4 ans. 2 pays ressortaient comme n'ayant pas connu cette augmentation des inégalités, en tout cas selon certaines données qu'ils utilisaient, la France et la Belgique. Philippe Defeat a sorti, ancien président d'Ecolo, une étude récemment qui montrait qu'en Belgique, le revenu minimum de garantie a augmenté plus vite que les salaires au cours des 20 dernières années, pratiquement indépendamment des majorités. Donc on nous dépeint parfois du côté wallon un désert social en plaidant pour des solutions qui seraient encore plus d'État. Moi, je travaille dans le secteur public, j'ai vraiment la fibre du secteur public, j'ai fait une maîtrise en affaires publiques, mon épouse travaille dans le domaine social, je viens d'un milieu culturellement plutôt centre-gauche, louvaniste, mais à un moment donné, il faut simplement regarder les choses en face. En Wallonie, le gros problème, c'est que l'assise marchande
ne nous permet pas de financer nos choix sociaux. Et donc on dépend des transferts de la Flandre. Regardez les derniers sondages, je ne suis pas sûr que c'est un équilibre pérenne. Alors, traduction par rapport à Philippe Dubois et à sa question, il ne faut pas s'attendre à de miracles ou de baguettes magiques pour le refinancement des soins de santé, en tout cas en Wallonie, et pour l'enseignement. Mais aujourd'hui, on projette un déficit à 6% du PIB à politique inchangée en 2022, donc on va devoir à un moment donné faire des économies. Ce qu'on fait pour les soins de santé, on ne pourra pas le faire pour un autre domaine. Et l'idée que la solution, c'est de taxer les riches ou Google ou les entreprises, de nouveau, je crois qu'il faut être réaliste sur l'assise fiscale des entreprises en Wallonie. Elle n'est pas suffisante. Et de toute façon, prenons même un impôt sur la fortune qui a été supprimé en France récemment, on sait que ce sont des impôts symboliques. Ça rapporte très très peu d'argent, pour toute une série de raisons, je n'ai pas le temps de développer. Donc voilà, il y a parfois des symboles qui sont importants, mais l'idée que les problèmes de la Wallonie, on va les résoudre en taxant les riches, Google et les entreprises, je crois qu'il y a évidemment des questions de choix de société et de symboles, mais sur base de l'expérience qu'on connaît dans d'autres pays et sur base de la situation économique aujourd'hui de la Wallonie, je crois que c'est une fausse solution. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais on a vu aussi cette sortie de ce haut fonctionnaire fiscal ici en Belgique qui disait que finalement, il y a des milliards et des milliards de capitaux, d'argent noir rapatriés dans les anciennes amnisties fiscales. En gros, il suffirait de les saisir ou de les taxer d'une manière ou d'une autre. C'est excessif, c'est une vue de l'esprit ou... Mais donc on sait qu'en Belgique, on a des impôts élevés, et même sur le patrimoine. Donc sur le travail, on est parmi les plus élevés au monde. On est, suivant les classements, parfois numéro 1 de fiscalité sur le travail. Mais même sur le capital, on est 5e en Europe. Par contre, la manière dont la fiscalité sur le capital est organisée, elle n'a ni queue ni tête. Donc on impose des revenus négatifs. Aujourd'hui, si vous investissez dans un holo à 30 ans qui a un rendement de 1%, en réel, le rendement est négatif, on va vous taxer sur l'intérêt à du 30%. Donc c'est une taxation sur un revenu qui est en fait négatif. Et effectivement, en Belgique, on n'a pas de taxation sur la plus-value. Si vous avez une SICAF avec des plus-values sur des actions, il n'y a pas de taxation des plus-values. Donc il y a déjà, en fait c'est très bien documenté, la fiscalité sur l'épargne et le capital en Belgique, on a des taux infinis puisqu'on taxe des rendements négatifs ou nuls, ça va dans tous les sens. Malheureusement aujourd'hui, comme par exemple, prenons la fiscalité immobilière, il y a une partie de la compétence qui est fédérale, une partie qui est régionale. Je crois que l'idée qu'on va un jour pouvoir harmoniser tout ça s'éloigne dans un contexte institutionnel qui est compliqué. Mais si on regarde globalement la fiscalité sur le capital et l'épargne en Belgique, on est 5 ou 6e en Europe, donc ce n'est pas un problème de niveau, c'est un problème de manière dont on impose en fait cette source d'impôt.